Voilà, bon, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir si nombreux de bon matin pour parler de durabilité, pour parler de changement des organisations. C'est un webinaire co-créé par Loico et le Swiss People Impact. Donc un tout grand merci à eux et puis un grand merci surtout à vous d'être parmi nous. Alors, mon nom est Christophe Barmand, je suis cofondateur de Loico et puis j'aurai le plaisir de faire le saltimbanque pour vous pendant un petit moment ce matin et passer la parole aux différents intervenantes et intervenants. Avant de commencer, on va vous rappeler quelques bonnes pratiques de ces webinaires. Vous avez l'habitude maintenant, après 2 ans de pandémie, d'en faire. Et donc, on va certainement rien vous apprendre, mais juste pour que ça se passe bien et surtout que ça soit interactif, on voulait vous rappeler la possibilité de poser des questions. Donc, ces questions, vous pouvez les poser dans l'option Q&A ou Q&A en fonction de la langue de votre browser. Et puis, les intervenants vont essayer, évidemment pas pendant qu'ils parlent, mais juste après, de répondre pendant la conférence à vos questions pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu pourront être reprises sur la table ronde en fin d'événement. Donc voilà pour les quelques informations qu'on voulait vous donner. Vous aurez aussi la possibilité, pendant la table ronde uniquement, puisqu'on a envie de garder le rythme jusqu'à cette table ronde, de prendre la parole, de lever la main, et puis on pourra vous la donner, évidemment, en fonction du déroulement de cette table ronde, pour que vous puissiez parler directement aux intervenants. Évidemment que les présentations ainsi que le format replay vous seront transmis par email après l'événement. Voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau organisationnel. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et pour vous donner la bienvenue, vous dire bienvenue, on accueille Elisabeth Foun, elle est coordinatrice régionale du Swiss People Impact. Elisabeth, bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur la thématique du changement à l'interne que nous avons le plaisir d'organiser en collaboration avec Loico. Loico qui est un partenaire incontournable du Swiss People Impact. Alors, en 2 mots, le Swiss People Impact, c'est aujourd'hui 250 entreprises qui se sont engagées à identifier et à mesurer leur contribution aux objectifs de développement durable. C'est 250 entreprises qui se sont engagées par rapport à l'agenda 2030 à travers les 10 plateformes en Suisse. Et c'est vrai que cette mobilisation, on sent que finalement tout l'écosystème est en train de se mobiliser par rapport à la durabilité. Et cette mobilisation, elle vient souligner le besoin pressant des entreprises, non seulement d'adapter, de repenser leur activité en ces temps de Covid, d'adapter leur modèle d'affaires par rapport aux changements en cours. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la question du changement à l'interne est cruciale. On le voit bien lors des ateliers, les participants posent énormément de questions par rapport à ça. Les questions pleuvent. On voit comment gérer le changement à l'interne, comment mobiliser ces équipes. Au-delà de ça, comment gérer la résistance au changement. Ça va tellement vite. Aussi, comment tourner, on a beaucoup de sceptiques, comment tourner les sceptiques en soutien actif. Voilà, autant de questions qui sont brûlantes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'est mis autour de la table avec Loico et on s'est dit, ben voilà, c'est pour donner quelques réponses à ces interrogations qu'on a réuni ce panel fantastique. Merci à tous les intervenants, de participants du Sustainable Impact pour venir partager leur expérience aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je repasse la parole à Christophe et puis bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à toi, merci à Bilab aussi pour l'organisation et puis pour évidemment cette belle communauté qui est en train de se construire autour du STI. C'est absolument magnifique ce que vous faites. Et sans plus attendre, comme tu l'as dit, Elisabeth, on va passer la parole aux intervenants. Vous voyez que, évidemment, je ne vais pas les citer, vous avez eu le programme, ils vont se présenter eux-mêmes. On a vraiment un panel absolument magnifique. Donc, on va lui laisser la parole à ce panel. On accueille Alban Bitz, directeur chez Sofies. Cher Alban, c'est un plaisir de t'avoir, surtout avec le Lavaux d'air, toi, et ce beau soleil. Ce beau soleil je vois le Lavaux aussi depuis ici, est un petit peu bouché ce matin. Mais c'est bien, tu vends du rêve, cher Alban. Je te passe la parole. Bienvenue. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est parfait. Voilà, donc je suis donc
dans la durabilité depuis 2005. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans ce domaine. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans chez Bobst, une entreprise de la région lausannoise, comme ingénieur R&D. Puis j'ai travaillé comme responsable du développement durable du groupe Bobst. Et depuis une dizaine d'années, je suis chez Sophies, où je m'occupe de l'implémentation de stratégies de durabilité dans des PME, mais aussi maintenant de plus en plus dans des grandes multinationales. Donc voilà, c'est un peu mon lot quotidien, le changement, comment transformer les organisations vers plus de durabilité. C'est un travail de longue haleine sur lequel il y a encore pas mal de travail. Donc, je vais essayer aujourd'hui de vous montrer certaines choses qu'on utilise pour implémenter le changement, pour essayer de transformer les organisations. On m'avait demandé de dire pourquoi il faut agir. Alors, effectivement, je vais gentiment introduire pourquoi faut-il agir, mais je vais aussi parler de pourquoi on n'agit pas et qu'est-ce qu'il faudrait pour agir. Donc, voilà, je commence cette présentation avec un graphique que vous avez peut-être beaucoup vu. Il s'agit sur l'axe temporel des années et du réchauffement climatique. Donc, je pense que clairement, on a encore ce matin l'exemple dans le 24 heures. On a une flambée de consommation de carburants fossiles sur la planète. C'est sans précédent, hein, malgré tous les objectifs climatiques, etc. On arrive proche des 100 millions de barils de brut brûlés chaque jour. Donc, malgré les bonnes intentions, on voit que les faits montrent qu'on a une dépendance encore très, très forte aux combustibles fossiles qui sont eux-mêmes responsables des émissions de gaz à effet de serre qui impactent sur le réchauffement climatique et sur les changements climatiques. Donc voilà, en Suisse, on a cette problématique qu'en fait, le changement climatique, et surtout dans les Alpes, va plus rapidement que sur le reste de la planète. Et on commence à voir effectivement des conséquences dans les Alpes assez fortes avec l'inaccessibilité de certaines régions, des glissements de terrain, j'en passe et des meilleurs. Donc, on a vraiment ce changement climatique qui a plus d'effets en Suisse et dans les Alpes que sur le reste de la planète. Une autre chose qui est importante de dire, c'est que les pollutions, hein, qui soient diverses sur la biodiversité, je ne vais pas passer ici toutes les problématiques de la société moderne, mais on voit ici une certaine série d'études qui montrent les pollutions, les morts sur des questions de pollution de l'air. Et on voit que toutes les études convergent vers entre 7 et 8 millions de morts par année dues à la pollution de l'air. Et si on regarde tout en bas, on voit que d'autres, je ne suis pas là pour faire des comparaisons, hein, mais on voit que le terrorisme ou d'autres maladies ou les accidents de la route n'arrivent pas à la cheville de la pollution de l'air dans le monde. Donc on a vraiment une problématique mondiale qui nous affecte au quotidien et sur lequel on s'est finalement habitué. Et on a de la peine à transformer cette société. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas mettre Greta. Une citation de Greta que j'aime beaucoup, hein, les gens lui disent qu'elle devrait étudier pour devenir climatologue afin de pouvoir résoudre la crise climatique. La crise climatique, elle est déjà résolue. On sait ce qu'il faut faire, on connaît les solutions, on a tout pour le faire. Alors maintenant, on se réveille et on change. Oui, d'accord, ok. Mais la société est très, très complexe et comment on le fait, ça, c'est un autre défi. Voilà. J'aimerais maintenant rentrer dans un petit peu de fonctionnement des entreprises. C'est vrai qu'on était pendant longtemps, et certaines entreprises le sont encore, sur une théorie des actionnaires. Donc, la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est d'augmenter son profit. L'entreprise ne répond qu'à ses actionnaires. Ça, c'est un modèle de Friedman de 1970. C'est le profit et la théorie des actionnaires. Maintenant, on est passé sur une théorie des parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'entreprise, elle fait partie d'un écosystème, elle fait partie d'une chose plus complexe que simplement ses actionnaires. Elle fait face à diverses
parties prenantes, donc ses clients, les associations, ses employés, etc. Et puis, la théorie des parties prenantes veut engager dans la stratégie toutes ces parties prenantes pour le succès de l'entreprise. Donc ça, c'est une théorie qui est déjà de 1983, qui s'applique énormément dans les entreprises actuellement. Donc si on regarde concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans les faits, à partie prenante, donc c'est une entité, une personne qui peut raisonnablement être attendue qu'elle soit affectée de manière significative par les activités, les produits et les services de l'organisation. Ça veut dire que l'organisation, elle a un impact pas seulement sur ses actionnaires, mais sur tout son écosystème. Ça, c'est la définition des parties prenantes selon un standard reconnu pour le reporting environnemental. Donc voilà. Donc concrètement, l'entreprise est au cœur d'un système dans lequel interagissent les citoyens, les consommateurs, les clients et les individus. Et dans un deuxième cercle, on peut voir, ce n'est pas seulement les actionnaires, mais c'est les concurrents, les médias, les collectivités locales, le gouvernement. Donc voilà, l'approche RSE globale, c'est d'inclure dans la réflexion d'une stratégie et pour le changement, c'est d'inclure toutes les parties prenantes d'une organisation. Donc, on peut voir que l'intérêt pour l'entreprise d'impliquer les parties prenantes, il est multiple. Ça veut dire que lorsqu'on va mettre en place des stratégies, des décisions, pour leur mise en œuvre, on a une meilleure adhésion. Lorsqu'on implique dès le départ dans la stratégie ces parties prenantes, on peut anticiper des changements rapides, économiques, environnementaux et sociaux, parce qu'on a des liens propres et forts avec les associations, les gouvernements, et on voit arriver les changements de législation. On évite les blocages internes ou externes, puisque les choses ont été expliquées dès le départ, etc. Je ne vais pas venir sur tous les intérêts, mais vraiment, ils sont multiples et reconnus. Comment on identifie ces parties prenantes? Alors ça, c'est un exercice à faire. Donc, c'est d'abord définir la liste de toutes les parties prenantes qui, dans l'entreprise, peuvent avoir une implication. Puis après, d'un peu prioriser l'influence et la dépendance de ces parties prenantes vis-à-vis de l'organisation pour pouvoir catégoriser et ensuite communiquer ou agir de manière différente en fonction des différentes typologies de parties prenantes. Donc, il ne faut pas considérer tous les parties prenantes de la même manière. Il y en a qui ont une dépendance à votre organisation, il y en a qui ont de l'influence à transformer votre organisation. Ça peut être considérable ou faible, et donc il est vraiment important de cartographier cela pour avoir une communication différente entre ces différentes parties prenantes. Donc, je vais vous parler un peu de comment on s'organise pour le dialoguer avec eux, parce que c'est important de prendre ce temps-là. C'est des choses que nous, on fait actuellement ou qu'on a fait avec Nespresso, le CERN, Bobst et d'autres entreprises. C'est travailler à l'analyse de matérialité. Donc, la matérialité, ça veut dire de cartographier, de trouver les sujets, les enjeux de l'entreprise qui sont matériels. Ça veut dire qui reflètent les impacts économiques, environnementaux et sociaux majeurs de l'organisation ou qui influencent considérablement l'évaluation et les décisions de l'organisation et des parties prenantes. C'est-à-dire que dans le passé, on avait tendance à cartographier tous les enjeux ou à parler de tous les objectifs du développement durable, mais il est important de cartographier qu'est-ce qui est important, puis ensuite de travailler sur ces enjeux et pas de travailler sur tout en même temps et d'ainsi ne pas avancer à la vitesse qui est nécessaire actuellement, c'est-à-dire rapidement. Donc, pour ça, on utilise des approches reconnues. Alors, nous, chez Sofies, on a une préférence pour le Global Reporting Initiative, donc c'est un standard, une approche reconnue qui est dans les entreprises cotées en bourse dans le monde, c'est 82% d'adhésion, ça veut dire 82% des entreprises dans le monde qui sont cotées en bourse rapportent selon ce standard. Il est compréhensif par tous les parties prenantes, il est très simple à comprendre, donc on applique cela. Il amène une notion compréhensible de la durabilité sur les trois aspects qui sont l'environnement, le social, mais aussi les aspects économiques. Et puis, il est inclusif et engageant. Donc, inclusif, il intègre une approche d'analyse de matérialité, incluant toutes les parties prenantes. Donc, voilà. Donc, les enjeux matériels d'une entreprise, c'est la base pour une stratégie de durabilité. Donc, si vous voulez engager
une organisation, il faut l'engager sur toutes ses parties prenantes, mais aussi sur les sujets qui sont importants uniquement afin d'avancer vite et d'avoir l'adhésion. Voilà. Donc, comment on fait concrètement pour faire une analyse de matérialité, une stratégie? Tout d'abord, nous, on analyse les concurrents, les clients, les organisations autour de l'entreprise, les médias, qu'est-ce qui est dit autour de ce secteur, et on identifie les enjeux potentiellement matériels. Ensuite, par exemple, je vous donne l'exemple de Bobst, on a parlé avec plus de 100 personnes à l'interne de l'organisation, et puis avec une trentaine de clients, associations, clients de clients, pour identifier avec eux, en fonction de ces sujets qu'on a identifiés en premier lieu comme étant matériels, ils étaient au nombre de 50, on a défini lesquels étaient les plus importants. On a demandé à l'organisation de définir une vision sur ces différents objectifs pour consolider et prioriser un certain nombre de sujets. Cette priorisation, autant en interne de l'organisation, au niveau de tous les départements, qu'en externe de l'écosystème de l'entreprise, ça permet d'identifier les sujets les plus importants, puis ensuite de commencer avec ces enjeux principaux, de définir les risques, les opportunités et les indicateurs et objectifs sur ces différents axes. Donc voilà, 3 étapes assez distinctes, mais il est nécessaire de faire les choses de manière séquentielle pour être sûr d'avoir une adhésion au moment où on lance la stratégie. C'est magnifique, Christophe, il n'y a même plus besoin de le dire, il sait quand il doit passer les slides. Merci Christophe. Donc voilà, ça c'est le modèle de maturité que j'adore utiliser. Alors désolé, je ne l'ai pas traduit, mais j'adore l'utiliser lorsque j'interviens dans des executive boards, dans des conseils d'administration ou des boards de directeurs. C'est l'évaluation de l'organisation elle-même et de ses directeurs généraux au niveau de la maturité en durabilité de sa propre organisation. Alors là, on voit qu'on a des modèles de maturité qui peuvent aller de réactif, ça veut dire qu'on traite la durabilité seulement lorsqu'on a un problème. Je ne sais pas, le prix de l'énergie augmente de x3 ou on se retrouve face à une taxe sur le CO2 en Suisse et il faut absolument agir pour éviter d'être taxé, etc. On gère le risque, ça veut dire qu'on a quand même une compréhension de ce qu'est l'environnement et on gère un peu le risque, donc on sait ce qui peut à peu près se passer, puis on a un management, disons, proactif, donc qui anticipe un petit peu. On a une entreprise qui est optimisée, qui est efficiente, donc elle voit vraiment l'opportunité de mettre en place la durabilité. Puis après, on passe sur des modèles où vraiment la durabilité fait partie de la stratégie de l'entreprise, et puis même des modèles d'entreprise où c'est vraiment l'objectif de l'entreprise de la durabilité. Hein. Par exemple, on peut penser à des modèles comme Patagonia qui se dit purposeful, donc qui se dit exister pour avoir de l'impact sur la planète. Donc voilà. Et lorsque je fais des exécutifs, je demande à l'entreprise, je mets des échelles de 5 sur chacune des étapes, et je demande aux exécutifs de se positionner sur la durabilité. La plupart du temps, je vous ai mis une flèche rouge, il y a une telle différence entre la vision qu'a un propre exécutif, un exécutif qui se voit toutes les semaines, qui discute ensemble tous les jours sur sa maturité en durabilité, que ça peut être des grands écarts. Et il y a souvent peu d'alignement au niveau du top management. Et je pense que c'est une nécessité que les exécutifs d'abord s'alignent entre eux, soient d'accord sur où on en est et où on va, avant qu'on puisse donner des directions au reste de l'entreprise. Voilà, donc c'est un petit outil que j'utilise au niveau des exécutifs et top management. Finalement, je voulais vous montrer 2 choses. La première chose, c'est une analyse de matérialité un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Normalement, sur l'axe des X, donc en bas, on voit l'importance du sujet pour l'entreprise et sur l'axe des Y, on voit l'importance pour les parties externes. Ici, on a fait une matérialité où on a mis en bas l'importance du sujet pour le top management, donc vraiment le top management, donc exécutif, board de directeurs, et sur l'axe des Y, le management, middle management, donc les cadres intermédiaires et le reste de l'entreprise. Donc, on voit qu'au sein même d'une entreprise, sur par exemple energy efficiency, donc l'efficience énergétique de l'entreprise, on a une importance extrême donnée par ce sujet au niveau du management
et aucune importance donnée au niveau du top management. Donc, on a un décalage dans les organisations, alors qu'on ne pensait pas du tout. Hein. On pensait que c'était aligné. C'est une entreprise qui est dans la durabilité depuis 20 ans, qui est vraiment très avancée. Il y a un décalage au niveau des certaines couches dans l'entreprise qui montre qu'il y a beaucoup de travail d'alignement à faire au niveau des différentes couches de l'entreprise. Et finalement, je vous ai mis dans le dernier slide une étude qui est sortie à l'Université de Genève par le professeur Tobias Prosch sur les comportements face aux actions climatiques et pourquoi les gens n'agissent pas. Et je trouve cette étude, donc vous aurez probablement les slides suite à ça, j'ai mis le lien, les barrières qui font qu'on résiste au changement. Et une des barrières sociales, c'est le fait que, par exemple, les autres ne bougent pas, donc pourquoi je bougerais moi? Donc, le fait de dire sur mon action, elle a peu d'impact, donc pourquoi je le ferais? Des barrières morales, ce n'est pas encore perçu comme une issue morale de changement climatique. Hein. On voit que le pape, les catholiques ont entendu le pape faire de la protection de la planète un devoir religieux. Donc, on voit qu'il y a des changements moraux au niveau des mouvements religieux. Mais voilà, alors vous avez cette étude qui est vraiment très, très intéressante sur ces barrières qui font que finalement, on décide de ne pas changer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Charles. Bon, passionnant. Et en plus, en mode Swiss timing, là, tu étais parfait pour gérer ton temps. Donc, un tout grand merci. Je crois que le décor est posé. Hein, et c'est vrai qu'on voulait commencer cette conférence en reposant certains faits, en ouvrant aussi quelques questions, on l'a vu sur la fin. Et on espère pouvoir répondre, en tout cas, en certaines parties à ces questions avec les intervenants qui suivent et qui vont parler eux plus de leur pratique hein, et plus de comment est-ce qu'ils l'ont fait dans leurs organisations, puisque le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer en gros le comment. Hein. Certaines organisations ont pris le problème et puis n'ont pas géré, parce qu'on ne gère pas encore ce problème complètement, malheureusement, mais on démarrait un chemin. Et pour ça, j'ai passé la parole au prochain intervenant. Il est directeur général des chocolats Villars. Alors évidemment, je crois que quand on entend chocolat Villars dans notre région, tout le monde a un lien avec les chocolats Villars. C'est une marque qui est absolument magnifique, qui fait rêver. Stéphane Bouxer, bienvenue. Et puis, on se réjouit d'entendre vos propos sur ce chemin que vous avez mené au sein des chocolats Villars vers la durabilité. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais essayer de faire ça sous forme de témoignage. Donc, je suis ravi de pouvoir partager avec vous sur la thématique de la RSE, mais finalement, je ferais mieux de dire que je suis ravi de partager avec vous sur la thématique de l'entreprise. Je veux faire un focus, en fin de compte, sur ce changement à l'interne qui, pour nous, a été salvateur finalement parce que non seulement, eh bien, il nous a aidés à avancer dans ce processus, mais il a également, eh bien, passablement libéré l'entreprise. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, ça fait 4 ans que j'ai repris, plus ou moins 4 ans. En avril de cette année, ça fera 4 ans que j'ai repris la direction des chocolats Villars. Et j'avais comme ambition d'être partie prenante, en fait, d'être un acteur pour continuer à faire vivre cette marque, à faire rayonner cette marque qui est un morceau du patrimoine suisse, ou en tout cas un morceau du patrimoine fribourgeois. Et quand on parle d'avenir, eh bien, c'est indissociable eh bien, de pouvoir modérer eh bien, c'est les ressources qui sont à disposition. Donc cette thématique, depuis longtemps, eh bien, et elle doit être intégrée dans les entreprises. Ça a démarré en 2019 et ça a démarré, on va peut-être le voir sur le slide suivant, ça a démarré quand notre actionnaire majoritaire, donc le groupe, nous a envoyé eh bien, ses ambitions, sa feuille de route par rapport à cette thématique de la RSE. Une feuille de route et un programme qu'ils ont nommé Oxygène. Et puis, ils nous ont envoyé ça. Donc, effectivement, on était en 2019 avec certaines ambitions à horizon 2025. Et ils ont classifié ça sous différentes thématiques qu'on peut voir sur le slide suivant. Voilà. 4 thématiques principalement, un plaisir sain et responsable. Donc, c'était tout ce qui tournait autour du clean label, autour de la réduction des ingrédients sur les produits. Il y avait une autre thématique qui est toujours le bien-être de nos collaborateurs.
des filières agricoles durables et puis l'empreinte environnementale. Donc, on a reçu cette belle brochure, on a reçu ces ambitions en 2019. Et ça a été très, très difficile dans un premier temps de faire bouger les choses dans le sens où, voilà, dans une production telle que la nôtre, dans une entreprise telle que la nôtre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Non, on peut rester sur la slide, en fait. Voilà. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Par contre, de travailler sur ces thématiques-là, eh bien, ça, assez facilement, on peut remettre au lendemain. Donc, ça avait énormément de peine à démarrer. En tout cas, de la manière dont on s'y est pris, c'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir au niveau du comité de direction, on en a parlé à l'encadrement, ça tournait quelque peu en rond, jusqu'à mai à peu près 2019, où on s'est dit non, on ne va pas y arriver comme ça. Donc, on a décidé, en fin de compte, de faire un appel à nos collaborateurs, un appel, en fin de compte, basé sur le volontariat, de venir nous aider sur cette thématique de la durabilité, sur cette thématique de la RSE, sans faire aucun distinguo finalement entre quelle partie de l'entreprise, quels collaborateurs, est-ce que c'était des opérateurs de production, est-ce que c'était des cadres du marketing, enfin peu importe, on a fait un appel en disant, voilà, tous ceux qui ont envie de nous aider, qui pensent que cette thématique, en fin de compte, est importante pour eux pour différentes raisons, eh bien, c'est volontiers qu'on les accueille. Et encore une fois, sur la base du volontariat, de manière très libérée. Donc, ce n'est pas parce que vous commencez à venir nous aider que vous devrez vous engager, en fin de compte, dans la continuité. Donc, c'était vraiment très, 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 très libre. Et puis là, à notre grande surprise, on a eu plus de 15 personnes, en fin de compte, qui ont très, très rapidement dit « Ah, nous, on est intéressés, on a envie de faire quelque chose ». Ça a été très, très vite. On a même dû stopper en disant « Voilà, 15 personnes dans un premier temps, ça suffit, on va démarrer avec ces personnes ». Des personnes de tous horizons, encore une fois, il y avait des gens de la production, de la comptabilité, très hétéroclite, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, donc un groupe hyper motivé qui tout d'un coup était là autour de la table. Et là, on va pouvoir aller sur le slide suivant. Et on n'a pas suivi, en fin de compte, un programme où on n'a pas fait une présentation des ambitions du groupe, mais après, à un moment donné, on leur a demandé, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait engager? Qu'est-ce qu'on pourrait initier? Qu'est-ce qui a d'importance pour vous dans votre travail quotidien? On a commencé à lister, en fin de compte, toute une liste de mesures qu'on pourrait prendre, mais des choses des plus simples à des choses bien plus compliquées. Des choses très, très simples, c'était la réduction des gobelets en plastique, mettre à disposition des vélos électriques, des choses qui étaient vraiment assez simples. Et puis d'autres choses qui étaient beaucoup plus compliquées en disant, par exemple, le cacao, il faut qu'on arrive assez rapidement à avoir 100% de cacao durable. On avait encore une partie de notre site de production qui était chauffée au mazout, où là, il y a eu des intervenants qui ont dit, mais ce n'est pas possible, il faut mettre une pompe à chaleur. Il y a mille et une choses qui se sont cristallisées par rapport à ces feedbacks des collaborateurs. Ce qu'on a fait, on a pris, en fin de compte, toutes les mesures, on les a toutes prises sur le même pied d'égalité, qu'elles soient simples ou qu'elles soient compliquées, avec une différence. Quand elles étaient simples, eh bien, on a avancé assez rapidement en prenant des mesures pour pouvoir valider ces thématiques. Et puis, sur les choses qui étaient un peu plus compliquées, on a parlé du cacao durable ou bien de la pompe à chaleur qui nécessite quand même des investissements. Eh bien, on a commencé à mettre en place des groupes de travail qui ont travaillé sur ces thématiques. Et ces groupes de travail, c'était de nouveau un appel finalement au volontariat en disant, on va avancer en fin de compte sur la thématique de l'énergie avec les pompes à chaleur, on va avancer sur la thématique de l'énergie avec le free cooling, Et plein de personnes de l'entreprise étaient intéressées pour différentes raisons, parce qu'ils réfléchissaient, eux, par exemple, à la maison aussi, de réduire leur impact. Donc, ils étaient intéressés à voir comment on allait s'y prendre et ils ont rejoint ce groupe de travail et on a fortement avancé. Ensuite est venu, et là, on peut passer peut-être au slide suivant, ensuite est venu le Swiss Triple Impact, la plateforme de Fribourg, où ils nous ont demandé si on ne voulait pas les parrainer dans leur démarche quand ils ont ouvert cette plateforme. Et puis, on a dit, pourquoi pas, on avance. Enfin, ça a démarré chez nous. Il y a des choses qui se cristallisent.
on s'est dit, bon, OK, par contre, ce qu'on ne voulait pas, c'était eh bien de remonter un programme, en fin de compte, parallèle finalement à notre programme Oxygène et puis aux ambitions et aux mesures qu'on avait définies. Donc, on a essayé, avec l'aide de la plateforme du Swiss Triple Impact, d'intégrer finalement l'agenda 2030 et les ambitions du Swiss Triple Impact à l'intérieur de notre programme. Et ben voilà, là, on peut avancer. Donc, on a fait un premier travail. Et là, encore une fois, quand je dis on, eh bien, c'est non pas le comité de direction, hein, c'est non pas, en fin de compte, la hiérarchie qui a travaillé là-dessus, mais c'est ces groupes de travail avec ces collaborateurs très hétéroclites qui ont réfléchi sur ces thématiques que nous, on avait. Eh bien, vous voyez, c'était la première thématique, c'était le plaisir sain et responsable avec les ambitions du groupe, les ambitions de notre actionnaire. Et on a travaillé à choisir eh bien, les bons objectifs de durabilité qu'on pouvait intégrer à l'intérieur de ce programme. Sur ce plaisir sain et responsable, on a choisi eh bien, la bonne santé et le bien-être, puisque là, on parle effectivement d'une réduction des listes d'ingrédients, la consommation et la production responsable. On peut passer au slide suivant. Les filières agricoles durables, eh bien, évidemment, c'était l'agriculture durable. Vous avez peut-être vu, si vous connaissez un petit peu notre marque, où on a fait tout un travail sur la traçabilité du lait. Aujourd'hui, on travaille avec des laits qui sont complètement tracés. On est d'ailleurs le seul produit, grâce à cette démarche-là, qui avons la possibilité de pouvoir apposer le logo de la fêtière du lait suisse qui s'appelle Swiss Milk. Ils ont un nouveau logo aujourd'hui qui est Swiss Milk Green et on est le seul produit hors produits laitiers qui avons le droit d'apposer ce logo par rapport à toute cette démarche qu'on a fait sur la traçabilité du lait et la mise en avant du lait. Donc ça, c'était sur l'agriculture. La consommation et la production responsable, le travail décent de nos fournisseurs. Et là, c'est plus un travail qu'on fait au niveau du cacao avec toutes les problématiques qu'il y a du travail des enfants et de la traçabilité de ce cacao. On le verra tout à l'heure, mais en assez peu de temps, puisqu'en 2 ans, on a pu doubler la part, en fin de compte, de nos cacao tracés. Et si on a réussi aussi vite, que ce soit sur les filières du lait ou sur les filières du cacao, c'est que finalement, il y a eu un tel engouement et un tel dynamisme de la part de nos collaborateurs que ça a emporté tout le monde et qu'on a réussi à mettre un tempo eh bien, assez prodigieux par rapport à ces thématiques-là. On peut aller sur la suivante. Voilà, l'empreinte environnementale, eh bien là, je vous en ai parlé déjà. On a fait énormément en ce qui concerne l'énergie, donc que ce soit le gaz, l'eau, on a parlé de la pompe à chaleur, on a parlé du free cooling. Donc ça a été des investissements importants. Et on a réussi aussi, finalement, grâce à ce dynamisme et à cet engouement, de prendre avec nous notre actionnaire qui a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui bougeait chez Villa et qui ont permis de pouvoir faire des investissements quand même conséquents afin de ne pas nous freiner dans cette démarche. Donc, effectivement, il a fallu argumenter par rapport à ces investissements, par rapport à ces amortissements, retours sur investissement. Il a fallu argumenter, mais de moindres mesures que ce qu'on pourrait argumenter sur une machine au niveau de la production, parce que, eh bien, à un moment donné, c'est aussi eh bien, des collaborateurs qui ont fait la présentation à nos actionnaires, et ça a beaucoup aidé pour aller vite aussi sur cet aspect-là. Donc, on voit également là les objectifs qu'on a choisis. Le bien-être des collaborateurs. Alors là, il y a différentes choses qui s'inscrivent là, effectivement, qui sont importantes. On a aussi décidé de travailler avec une plateforme qui s'appelle Great Place to Work afin de pouvoir mesurer eh bien, la satisfaction des collaborateurs et de pouvoir apporter des modifications qui seraient les bienvenues à l'intérieur de notre organisation pour améliorer cette thématique. Mais je vous ai dit en préambule comme quoi cette démarche avait quand même passablement modifié l'ensemble de l'entreprise qui est devenue beaucoup plus libérée puisque au niveau de cette intégration de la durabilité, eh bien, on a été très, très participatif avec les collaborateurs. Il y a eu une mixité finalement des services par rapport à cette thématique-là qui a rayonné sur l'ensemble du processus de l'entreprise. Donc, de fait, en ayant travaillé de cette manière-là sur la durabilité,
eh bien, on a libéré l'entreprise aussi sur plein d'autres choses, le travail en commun pour différentes autres choses, avant la production, ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appelait dans le temps les cols bleus et les cols blancs, il y avait quand même un distinguo important, il y avait des jalousies, des tiraillements qui pouvaient exister. Eh bien, ça a fortement, en fin de compte, rapproché les équipes, mélangé les équipes. Ça a permis aussi de pouvoir, que chacun ait la possibilité de pouvoir exprimer ses problématiques à l'autre partie, et ça a aidé, en fin de compte, à la libération de l'ensemble de l'entreprise. On peut peut-être aller un bout plus loin. Ici, vous voyez, eh bien, ça résume plus ou moins ce que je vous ai dit là. Au-delà des ambitions de notre actionnaire et du groupe, on a réduit, ou en tout cas, on s'est concentré, en fin de compte, sur des ambitions plus propres à Villa. Vous voyez, elles sont notées là. Je ne vais pas vous les lire, mais vous aurez la possibilité de le faire quand vous recevrez la présentation. On a déjà parlé passablement de choses par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que je vous disais également, on a ensuite intégré, eh bien, que je dis on a, de fait, ça s'est intégré, toute cette démarche, tout ce processus, que ce soit le processus oxygène ou que ce soit les démarches qu'on a fait avec le Swiss Triple Impact, ça s'est de fait intégré dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et aujourd'hui, eh bien, on ne parle plus en fin de compte de la RSE ou du développement durable comme une partie en fin de compte démobilisée ou délocalisée de l'entreprise, mais c'est vraiment intégré dans la continuité de notre chaîne de valeur. Et aujourd'hui, il n'y a plus de décisions qui se prennent, que ce soit au niveau du référencement de nouveaux partenaires, que ce soit au niveau de la réflexion sur des nouveaux produits, etc., sans que ces aspects de durabilité eh bien, soient au centre des décisions qu'on prend. C'est aussi hyper important pour nous. Eh bien, ça a été toute la pédagogie qu'on a dû amener face à cette durabilité et d'expliquer à nos collaborateurs qu'est-ce que c'était que la durabilité. Et on l'a fait de manière assez simple en disant, voilà, n'est durable que quelque chose qui profite au niveau sociétal, que quelque chose qui profite au niveau environnemental, mais également qui profite au niveau économique. Et si on a une bonne balance entre ces trois aspects-là, eh bien, on a la durabilité souhaitée. Et ça, c'est ancré aujourd'hui chez les collaborateurs et à chaque niveau, que ce soit quand il y a des décisions, des propositions, quand on avance sur certaines thématiques, eh bien, on reprend ces trois axes pour valider que ce soit bien durable. Et si c'est le cas, eh bien, on va de l'avant. Les prochaines démarches, je vous ai mis rapidement qu'on va faire au niveau du STI, eh bien, c'est de mettre en avant, de communiquer finalement sur les priorisations qu'on a fait en ce qui concerne ces objectifs de développement durable. Et puis, sur les slides suivants, je vous ai mis quelques réalisations, quelques chiffres, en fin de compte, qu'on a réussi à obtenir. Donc là, vous voyez, c'est sur la première thématique en ce qui concerne les collaborateurs. Je vous ai parlé de Great Place to Work, qui est aussi quelque chose pour nous qui est très, très important. On est 150 personnes, il y a un peu plus de 80 personnes qui travaillent en production. Donc, tous les aspects de la sécurité, on ne souhaite pas que nos collaborateurs qui viennent ici aient des accidents. Donc, on travaille très, très fortement au niveau de cette thématique-là, et on suit certains indicateurs. Au niveau du plaisir sain et responsable, eh bien, vous voyez qu'il y a du gros travail qui a été fait, par exemple, sur les produits bio. Voilà, on est passé de 5 à 13 produits, donc on travaille très, très activement. On a aussi supprimé, en fin de compte, la lécithine de colza, de la lécithine de soja pour prendre de la lécithine de colza, puisque la lécithine de soja, on n'arrivait pas à en trouver en Europe. Enfin bref, différentes thématiques. Donc, on avance aussi à ce niveau-là. On n'a plus un produit qui contient de l'huile de palme. Voilà. Et ça, c'est depuis 2019 qu'on a entamé ces processus. Sur le slide suivant, vous voyez, on suit également toutes les problématiques des énergies. Depuis 2019, on voit qu'il y a une forte réduction des énergies, que ce soit en termes d'électricité, en termes de gaz ou en termes d'eau. Donc, partout, eh bien, on recule. Et puis ici, encore une petite présentation sur ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au cacao tracé, où on a pu doubler finalement en 2 ans eh bien, le cacao tracé. Il nous reste 2 ans pour pouvoir eh bien, atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'avoir 100% de cacao durable à l'intérieur de notre production. Voilà, ce court témoignage par rapport à ce qui a été mis en place chez Villa. Merci pour votre attention et à disposition pour toutes les questions que vous pourriez poser.
Merci beaucoup, merci Stéphane. C'est impressionnant, hein, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui parle plus et plus fort que des résultats. Donc aussi, merci de les avoir partagés. C'est absolument passionnant. C'est aussi en tant que président de la Fédération romande des consommateurs que je suis, ben là, on travaille avec différents grandes marques telles que la vôtre. Puis c'est vrai que j'ai rarement vu des efforts et des efforts qui portent leurs fruits si rapidement. Je suis impressionné. En tout cas, on se réjouit de vous avoir tout à l'heure. Vous avez des questions qui vous ont été posées dans le questions et réponses, hein, donc vous pouvez toutes les Je vais y regarder, aller. les questions, et essayer d'y répondre. Sinon, on reprendra évidemment ces questions sur la table ronde. Voilà, je passe la parole tout de Merci. suite à Étienne Nagui, à tout de suite sur Stéphane, l'administrateur et directeur général du groupe Nef Immobilier, qui lui aussi s'est engagé très très fortement dans cette démarche de durabilité. Cher Étienne, on est très 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 content de vous avoir et puis on se réjouit de vous entendre. La parole est à vous. Bonjour, bonjour à tous, merci pour cet accueil. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être avoir la première dia. Donc, la première dia, c'est surtout ce portrait qui, à mon sens, symbolise assez bien aussi cette force collective qu'on a voulu développer chez Nef. Donc, Nef est une entreprise aujourd'hui de à peu près 400 personnes sur la Suisse romande. Nous sommes une entreprise familiale. Nous avons cette volonté, je dirais, de construire cette philosophie du groupe autour de ces valeurs familiales. Et puis cette année, nous avons fêté nos 140 ans et cette image symbolise assez bien, à mes yeux, justement, cette force collective, car nous avons pris comme image phare cette année un portrait de notre fondateur, Ernest Neff, qui a créé l'entreprise en 1881. Et puis, on s'est amusé à pop-artiser cette image, comme vous le voyez ici. Et puis après, ce sont l'ensemble de nos collaborateurs qui sont en fait fondus dans cette image, ou à l'inverse, on peut y voir autrement, je dirais, cette mosaïque de collaborateurs qui forment cette image du fondateur un peu adaptée au goût du jour. Je commencerai peut-être un peu par la fin, à travers justement cette dia qui sont les événements phares que nous avons connus dans le cadre du développement durable chez Nef en 2021. Donc, on a eu différentes étapes qui étaient réjouissantes, gratifiantes, à commencer, ou si je commence par la fin, par cette certification avec le label B Corp, qui nous a apporté beaucoup dans une démarche par rapport à la mise en place d'un plan d'action développement durable chez Nef. Ce développement durable chez Nef a commencé, ou je dirais, la mise en place de ce plan d'action a commencé il y a relativement maintenant, peut-être il y a une quinzaine d'années, on va dire, à peu près, où on a commencé par avoir une prise de conscience sur l'empreinte carbone relativement forte de notre activité sur l'environnement. Et on a commencé à travailler principalement sur la réduction des énergies dans nos immeubles. Et puis, j'irai à partir de là, c'est toute la philosophie du développement durable au fil du temps à travers un parcours initiatique qu'on a voulu intégrer, j'irai, dans la conduite de l'entreprise. Et ceci a été couronné de certains succès cette année. C'est la première fois qu'on est au bilan, au prix du magazine Bilan, qui souligne quand même un peu le bien-être au sein du groupe. Et on a été donc très bien positionné comme entreprise dans le domaine immobilier et la première régie immobilière. Donc, c'était une belle satisfaction. Et je crois que surtout, ça exprime l'orientation que vous voulez donner à la conduite de l'entreprise en termes de gouvernance sociale. On a aussi obtenu le label Fair. Et ça, c'est assez intéressant parce que, je dirais, entre guillemets, la pression, mais ce n'est pas réellement une pression, mais dans le cadre de notre actionnariat, nous avons un actionnariat au pluriel, à peu près avec une quinzaine d'actionnaires qui sont des personnes privées, et avec un nombre de femmes relativement important. Je crois qu'on est à peu près à 50-50 entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes au sein de l'actionnariat de Nef. Et régulièrement, au moment de l'Assemblée générale, des questions nous étaient posées justement sur le nombre de femmes que nous avions notamment au sein de la direction, notamment cette question de l'égalité des chances et surtout de l'équité salariale qui était assurée au niveau de l'entreprise. Alors, je dirais, au-delà des belles paroles que nous pouvions prononcer au moment de l'Assemblée générale pour assurer nos actionnaires, on s'est dit, cette démonstration, on va la faire à travers le label Fair and Pay qu'on a obtenu en juin 2020. Donc voilà, je n'ai pas forcément commenté tous ces éléments-là, mais vous voyez effectivement encore une fois quelles sont ces étapes importantes que nous avons connues cette année.
si on peut peut-être poursuivre. Donc, aujourd'hui, ces démarches de développement durable sont principalement initiées par un comité que nous avons mis en place, un comité qui se veut représentatif de toutes les activités, aussi bien que nous avons, et avec des personnes qui viennent aussi des différentes agences, parce qu'aujourd'hui, nous avons 8 agences en Suisse romande, et on voulait s'assurer d'être encore une fois très représentatif au sein de ce comité de développement durable. Et ce comité de développement durable représente, je dirais, assez bien l'ADN de l'entreprise, avec une démarche participative, je dirais, de manière globale. On est effectivement aujourd'hui à essayer d'orienter l'entreprise de plus en plus vers une forme de management participatif. Ce que je n'ai pas dit aussi au niveau de l'actionnariat, c'est qu'on a un élément assez fort de notre actionnariat, c'est qu'on a une disposition statutaire qui nous empêche d'avoir un actionnaire dominant. On en a fait un point fort dans l'idée effectivement de développer la culture du consensus, déjà au niveau de l'actionnariat et du conseil d'administration. Et je dirais, cette gouvernance par le consensus transpire aujourd'hui au niveau de tous les organes de la société. Et ce fonds durable en est, entre autres, l'expression. Alors peut-être si on peut passer, Christophe. Au niveau du capital humain, qui est bien sûr un des éléments essentiels de notre entreprise, qui est une des grandes forces de notre entreprise, comme je dirais toutes les entreprises de services, nous avons voulu définir un peu les maîtres mots de nos activités ou de l'organisation du travail chez NEF avec nos collaborateurs. Et dans le cadre d'une démarche qui visait en fait à revoir l'identité visuelle du groupe, qui nous a amené justement à un nouveau slogan qui s'intitule aujourd'hui Foncièrement durable. On a commencé par développer ou par réfléchir sur les valeurs fortes du groupe à travers quelques thèmes que vous voyez ici: innovation, communauté, autonomie, engagement et plaisir. Alors, j'en ai déjà commenté certains d'entre eux, notamment le plaisir, le bien-être d'être au travail, encore une fois, qui a été salué par cette récompense de bilan. La communauté, j'en ai aussi un petit peu parlé. Alors on pourrait, je dirais, développer ces sujets c'est l'idée d'apporter effectivement nos collaborateurs à un certain niveau de responsabilité pour qu'eux-mêmes soient une partie prenante complète au niveau de l'entreprise en étant autant que possible. Et on a vu que ceci a été aussi couronné de succès, des forces de proposition à travers un projet dont je vous parlerai juste après. Un projet notamment qui est en lien avec l'innovation. Et puis alors en dessous, sous cette dia, vous voyez quelques chiffres clés. Ce que je préciserai, c'est qu'au niveau de l'ancienneté moyenne des collaborateurs, aujourd'hui nous sommes à 6,11. C'est un chiffre qui a baissé parce qu'on a surtout connu une grande croissance à travers nos activités et puis à travers l'engagement de nos collaborateurs. On a engagé quelques 70 collaborateurs sur ces 3 dernières années. Donc, naturellement, si vous voulez, ce taux d'ancienneté a baissé, mais on se trouve aujourd'hui à un taux d'ancienneté plutôt de l'ordre de 7 à 8 ans, si on ce facteur de croissance et d'engagement de nouveaux collaborateurs. Et puis, au niveau des cadres dirigeants, on est quasiment à une ancienneté qui est de l'ordre du double, à peu près de 14 ans. Alors, je n'ai pas forcément commenté tous ces autres chiffres. On peut peut-être passer, Christophe. Alors voilà, encore une fois, cette dimension de la gouvernance sociale orientée de plus en plus vers un management participatif, on peut l'illustrer à travers quelques exemples. Donc ici, un premier exemple qui est le projet Kaizen, où on a voulu en fait simuler nos collaborateurs afin qu'ils soient des forces de proposition dans l'idée d'améliorer la productivité de l'entreprise, et ceci surtout à travers pouvait nous être faite au niveau des améliorations informatiques qu'on pouvait réaliser. Que je dirais quasiment toutes les entreprises, on a un taux d'informatisation qui est très important. On a dématérialisé complètement à travers une gestion électronique des documents, bref, ce qui nous facilite aussi les choses par rapport au télétravail, ce qui permet effectivement à tous nos collaborateurs de travailler à la maison. On a même fortement investi pour cela afin
à travers par des équipements informatiques pour qu'ils aient en fait le même cadre de travail à la maison qu'ici au bureau, avec notamment des doubles écrans, etc. Et ce qui est intéressant à travers ce projet Kaizen, c'est qu'on a invité nos collaborateurs à nous faire des propositions avec comme finalité mesurer ces propositions d'amélioration de productivité par une mesure concrète de cette productivité à travers les résultats financiers de l'entreprise et puis ces gains de productivité matérialisés par ces gains financiers, on les redistribue de manière équitable entre les collaborateurs et puis l'entreprise. Et puis, on voit que ça marche. Je ne dirais pas que la carotte financière, parce qu'il y a un véritable plaisir d'une part des collaborateurs à participer à ces propositions et puis de les voir matérialiser une fois que ces propositions sont réalisées, notamment par nos services informatiques. Et en quelques 3 ans et demi exactement, ce sont aujourd'hui 2000 propositions que nous avons reçues de la part de nos collaborateurs pour ce qu'on peut appeler des quick wins au niveau des optimisations informatiques. Et sur ces 2000, il y en a quelques, je crois, 1400 qui ont été concrétisés par notre service informatique. Les autres ne sont pas un taux de rejet qui est très, très faible. Le taux de rejet est inférieur à 5%. Après, pour les autres qui n'ont pas encore été réalisés, ce sont des projets demandent un peu plus de temps pour les réaliser. Donc, c'est très gratifiant pour tout le monde, à commencer par la direction d'entreprise, de voir encore une fois cette force collective qui se met en marche, qui est stimulée et qui participe encore une fois à l'innovation au niveau de l'entreprise. Et puis, on s'est même amusé, et c'est toujours vraiment assez sympathique, on s'est même amusé à créer un prix de l'innovation. Ce sont un peu les Oscars de l'innovation chez NEF, où on récompense les meilleures idées, avec une cérémonie où on remercie et puis on félicite bien sûr les meilleures idées qui nous sont amenées par ces différents collaborateurs. La journée de mise au vert exprime aussi, je dirais, assez bien cette volonté du consensus chez NEF, notamment avec le projet Bicorp. Le projet Bicorp, ça fait un moment que nous tournions autour avec l'équipe de Bilab. On était très cette démarche. On avait déjà fait quelques tests pour voir à peu près où on se situait dans cette démarche Bicorp. Mais avant de la mettre en place au niveau de l'entreprise, on a voulu s'assurer de l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs à cette démarche. Et pour ce faire, en fait, on a réalisé un atelier avec, entre autres, les représentants du comité de développement durable, mais on y a d'autres personnes pour encore élargir un petit peu le panel. On a pris aussi des gens, des quelques membres du conseil d'administration. On a voulu avoir, je dirais, un peu, entre guillemets, même si je n'aime pas forcément ce terme, mais un peu toutes les strates de l'entreprise. Et ensemble, on est arrivé à cette conclusion que la démarche Bicorp était la démarche qu'on voulait intégrer au sein de l'entreprise, encore une fois, pour mieux structurer les actions au niveau du développement durable. Et puis l'idée, c'était que après, ces personnes qui avaient participé à cet atelier ouvert soient autant d'ambassadeurs au sein de l'entreprise pour promouvoir cette démarche Bicorp. Alors, on a été un peu retardé dans la mise en place de ces ateliers internes par cette crise pandémique, mais c'est maintenant une priorité que nous avons pour l'exercice 2021 que d'animer maintenant ces ateliers à l'interne pour, encore une fois, mieux promouvoir cette démarche Bicorp. Si on peut un petit peu avancer, Christophe. Bon, je crois que voilà, à travers le brainstorming collectif et participatif, je me suis déjà un petit peu exprimé là-dessus. Et puis, un autre exemple de ce que nous avons vécu si riche comme événement en 2021. Donc, nous avons fêté notre jubilaire des 140 ans, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et là, c'est une initiative qui est née de quelques personnes du service marketing en nous proposant ce projet pour célébrer ces 140 ans. Autrement qu'à travers, je dirais, une fête, on aurait pu inviter quelques clients. 140 ans, ce n'est pas forcément un anniversaire très significatif. Et on a décidé de constituer en fait une cagnotte d'un montant de 140 000 francs. Et pour cela, on a invité l'ensemble de nos collaborateurs à travers un processus démocratique à nous proposer des associations culturelles, environnementales et sociales, bien sûr, locales,
Et on a eu un comité de sélection à sélectionner quelques-unes de ces associations. Par agence, il pouvait y avoir 3 associations qui devaient répondre à ces critères. Et puis après, il y a un système de vote démocratique qui a été mis en place pour attribuer en fait cette cagnotte à quelques associations qui ont retenu l'attention de l'ensemble de nos collaborateurs. Et c'était très stimulant pour nos collaborateurs déjà de pouvoir eux-mêmes proposer des associations en allant eux-mêmes faire des recherches. Nous avons eu je crois, 60 propositions et au final, c'est à peu près une quinzaine d'associations que nous avons retenues pour les accompagner à travers ces soutiens financiers. Après, et ça c'était beaucoup en lien avec la démarche Bicorp, on a développé en fait toute une documentation pour nos parties prenantes. On nous parlait lors du premier exposé justement de l'importance de la relation avec les parties prenantes, de parties prenantes dans nos activités de gestion immobilière, de courtage immobilier, de promotion immobilière. Et là, on a alors commencé déjà par rédiger une charte. Alors cette charte, ça fait un moment qu'elle existe chez NEF. Nous avions déjà eu un exercice un peu symbolique dans le sens charte. Nous l'avions fait signer par l'ensemble des collaborateurs. Donc, on avait cette charte sur un énorme panneau. Et dans chacune des filiales ou chacune des agences du groupe, on avait où on avait ponctué cette par la signature de chacun des collaborateurs de cette charte. Et encore une fois, que c'était pas qu'une vision de la direction engagement de chacun des collaborateurs thématiques du développement durable. Et puis, on a aussi, à travers justement des recommandations à l'endroit de notre personnel, ce sont justement ces éco-gestes qu'on voyait précédemment. Et ici, par rapport à nos parties prenantes extérieures, donc ici, vous avez quelques exemples à l'endroit de nos fournisseurs, que ce soit pour les maîtres d'État que nous employons dans la rénovation des immeubles et des appartements que nous gérons, voire aussi les fournisseurs par rapport à l'entretien des locaux que nous occupons, et puis aussi, je dirais aussi tous les fournisseurs de notre parc informatique et puis des autres biens, papeterie, que nous utilisons. À la fin de cette présentation, mais c'était effectivement de mettre en place cette politique avec l'ensemble de nos équipes. Donc, cette notion de développement du capital humain était une notion très forte qui est complètement, je dirais, intégrée maintenant dans cette gouvernance sociale du groupe. Dans des petits exemples qui peuvent être assez sympathiques, on avait commencé par mettre en place aussi un système de parrainage. Par exemple, chaque nouveau collaborateur qui arrivait chez NEF avait automatiquement un parrain ou une marraine qui était là pour l'accueillir afin de faciliter justement l'intégration des collaborateurs à notre organisation, à la culture de l'entreprise. Et puis, l'image que vous voyez ici symbolise, je dirais, aussi assez bien encore une fois cette force collective et cette force créatrice au niveau du groupe. Et je vous ai parlé des 140 ans, puis ces 140 ans, on les a aussi fêtés avec nos collègues à travers une dizaine d'ateliers participatifs où l'idée, c'était de réaliser ensemble quelque chose. Alors, il y a eu quelques activités sportives, mais il y a eu aussi quelques activités culturelles. Et ce que vous voyez ici, c'est un des tableaux que nous avons réalisé dans le cadre d'un atelier épiral où nous étions à peu près une quinzaine à participer à cet atelier. Et à 15, en 3 heures, on a réussi à réaliser 2 tableaux. Ici, vous en voyez l'un d'eux qui correspond un peu à une ville peut-être idéale. Mais je dirais c'était surtout le plaisir de collaborer ensemble sur la création de choses dans ce cadre professionnel qui visiblement nous convient plutôt bien. Donc voilà, je dirais à travers quelques exemples ce parcours initiatique qui nous a amené à, je dirais, cette culture de développement durable chez NEF, et puis aussi ces engagements que nous avons pris à travers, d'une part, encore une fois, ce label Bicorp, et puis aussi à travers ce projet du Swiss Triple Impact qui nous est très cher. Merci, Charles-Étienne. Impressionnant à quel point vous avez fait bouger cette maison qui a 140 ans, finalement, en peu de temps. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. On se réjouit d'en discuter avec vous tout à l'heure. Donc, à tout de suite et un grand merci. On accueille Fabio Monte. Alors, Fabio, il est responsable des opérations, chef des opérations chez Coca, une marque bien connue en Suisse romande, en Suisse alémanique et bientôt dans le monde. Cher Fabio, bienvenue. On est très, très content de t'avoir. On est très, très content de t'écouter sur la thématique de la durabilité.
Merci Christophe, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Et merci et bravo aussi aux intervenants, c'était super intéressant et varié. Ok, Coca, je vous présente, voilà, c'est un peu le titre comme j'ai mis, Coca, le changement interne entre durabilité et horizontalité. Je vous expliquerai pourquoi après horizontalité. Tu peux de l'avant. Donc Fabio, oui, donc moi je m'appelle Fabio Monte, donc ça fait 12 ans que je suis chez Coca. Pour imager, en fait, on était 6 quand je suis arrivé, on est 180 aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent plutôt Pascal Meyer, je suis un peu on dit toujours que Pascal est un peu sur la Lune, donc il est très créatif, beaucoup d'idées, très explosif, et moi je suis un peu sur Terre, donc j'essaie de mettre en place un peu l'opérationnel, et puis mettre en place un peu les idées qu'on a à l'interne. Donc voilà, la prochaine. Donc, c'est clair que, je crois qu'il a un peu coupé l'image, mais bon, c'est des cartons. C'est clair que durabilité e-commerce, l'e-commerce aujourd'hui, dans le monde de la durabilité, ce n'est pas forcément le meilleur acteur. Il est très, 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 très décrié dans la presse, il est très, très décrié un peu partout. Et c'est clair que c'est toujours un petit peu un danger quand on parle de durabilité, quand on parle d'e-commerce. La prochaine. Surtout Coca, Coca, nous, comme vous connaissez le concept, nous, chaque 24 heures, on a un produit. Donc, on pousse aussi un peu, il y a toujours cet aspect de pousser un petit peu les gens à proposer des produits, à acheter des produits. Donc c'est clair que dans la durabilité, c'est un élément qui est toujours un peu décrié. La prochaine slide. Voilà, donc nous, en fait, au-delà de l'aspect e-commerce, chez Coca, il y a toujours eu un aspect très fort avec la communauté. C'est que pour nous, dès le début, depuis 16 ans qu'on existe, la communauté a toujours agi en fait un petit peu dans notre quotidien, que ce soit dans le choix des produits, que ce soit dans le forum. On a un forum, j'ai un exemple etc. Donc, on est très transparent et c'est clair que ce côté durable apparaît beaucoup sur nos réseaux, apparaît beaucoup sur les transports, apparaît beaucoup aussi sur les types de produits, le Made in China aussi, sur la manière de livrer, sur la manière de proposer aussi sur l'aspect collaborateur aussi, où sont les collaborateurs, est-ce qu'ils sont en Suisse, est-ce qu'ils sont ailleurs. Donc, c'est clair que nous, en fait, la communauté nous a toujours poussé un petit peu à être transparent et à être honnête aussi, hein, on ne va pas commencer à mentir, mais surtout à nous pousser un petit peu à changer un petit peu les idées qu'on a. Par exemple, il y a des produits qu'on vendait à l'époque, qu'on ne vend plus parce que la communauté ne le veut plus. Et donc, on a vu aussi une grosse évolution sur les saisons, sur les types de propositions qu'on fait, et a été beaucoup influencée par la communauté. Et ensuite, à l'interne, la prochaine slide, donc c'est clair que chez Coca, on est 180 aujourd'hui. On a toujours eu une volonté avec Pascal d'avoir une sorte de horizontalité, c'est-à-dire que chez Coca, tout le monde a son mot à dire, chacun agit où il est bon, chacun peut proposer. On pousse toujours la proposition au lieu de la critique, parce qu'il y a un terrain ouvert, donc on dit arrêtez de critiquer, mais bien plutôt des propositions. Et puis chaque personne a une influence. Alors, on a même des petits logisticiens qui sont même apprentis aujourd'hui et qui viennent et qui nous disent voilà, j'ai trouvé ce scotch sur un site, il paraît qu'il est complètement recyclé, etc. Donc on pousse vraiment à tout le monde à avoir une influence et je trouve intéressant les intervenants précédents aussi que voilà, que souvent les meilleures idées sont aussi à l'intérieur chez les collaborateurs parce qu'ils travaillent, ils sont professionnels, ils sont passionnés aussi, puis ils aiment la marque Coca. Donc, du coup, ce sont les personnes qui viennent avec de plus en plus d'idées. Donc, c'est un peu tout ça, c'est la communauté et la partie interne qui nous pousse beaucoup en fait à nous remettre en question sur où ira Coca, où va aller Coca. Donc, pour la suite, je ne vais pas forcément expliquer un petit peu toutes les solutions qu'on va proposer, l'évolution qu'on va avoir, mais plus un petit peu comment ce changement avance en fait. Prochaine slide. Voilà, donc on était 180 et c'est vrai que jusqu'à récemment, on n'avait pas forcément d'organisation. On est passé en holacratie il y a quelques mois seulement, en octobre. Et par rapport à la durabilité, c'est vrai qu'avant l'holacratie, en fait, on a commencé à vouloir créer une team à l'interne de 100% volontaire, donc c'est des gens qui venaient. Et c'est là, je crois qu'on a rejoint STI aussi par rapport à ça. Puis dire, OK, faisons une cartographie, venons avec des idées, créons une charte. Et puis les idées, elles étaient vraiment de toutes parts. Elles pouvaient autant être par rapport aux collaborateurs, par rapport au type de produit, par rapport à l'évolution qu'on veut avoir dans le futur. Et on a créé cette team. Elle était un petit peu indépendante, elle est isolée, puis on a remarqué qu'elle avançait, mais qu'elle avançait un petit peu dans son coin. Et c'est vrai que l'holacratie qui est arrivé récemment nous a permis plusieurs choses. Prochaine slide, Christophe. Voilà. Donc, on est passé de l'holacratie. Donc, jusqu'à octobre, on avait 0 organigramme chez Coca. Donc, on était quand même quasiment 108 ans sans avoir d'organisation. Et c'est vrai que l'holacratie, en fait, nous a permis de pouvoir déjà rentrer explicite qui fait quoi. Pouvoir aussi descendre un petit peu le pouvoir parce qu'on était 4 entre guillemets à gérer un peu ces 180 personnes et leur responsabiliser par rapport à leurs compétences et par rapport à leur rôle. Et c'est vrai que c'était un grand changement pour nous, même si on avait cette philosophie déjà de laisser les gens s'exprimer, proposer. Mais là, ça a été un grand changement parce qu'on a dû donner plus de poids à la vision qu'on ne donnait pas forcément clairement au début et ensuite les laisser en fait créer en fait chacun de leurs compétences
comment ils veulent le réaliser. Prochaine slide. Donc voilà, donc ça a rendu plus explicite, ça a poussé le changement. Beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils étaient responsables d'un rôle qu'ils ne pensaient pas. On a travaillé sur des objectifs communs, ça permet de pouvoir sentir, OK, est-ce que tout le monde a la même vision, est-ce que tout le monde a envie d'aller au même endroit? Et les projets, en fait, ils deviennent dépendants. C'est-à-dire qu'au début, on était beaucoup influencés parce qu'il y a des idées, des trucs pour voir si ça suivait. Et les projets deviennent complètement indépendants de nous. Et du coup, permettre de pouvoir dire, OK, libre à toi d'y arriver, comment tu veux arriver si tu suis la vision. Et puis, les gens se sentaient beaucoup plus libres et complètement sûrs de où ils allaient. Prochaine. Voilà. Voilà, parfait. L'élément le plus intense, je trouvais, par rapport à l'holacratie et qui va aussi avec la durabilité, c'est qu'en fait, on a dû commencer à travailler, on a travaillé fin d'année cette année sur en fait une vision et une ambition plus claire. On a toujours eu cette envie d'évoluer, de travailler avec la communauté, etc. Mais les gens réalisaient qu'en fait, on n'était pas très clair au niveau management, de dire OK, mais où vous voulez arriver et surtout comment vous voulez y arriver. Et l'aspect durabilité est beaucoup venu OK, mais OK, vous voulez grandir, c'est un aspect. Aujourd'hui, je suis en Suisse allemande, puis on veut grandir en Suisse allemande, mais comment vous voulez y arriver? Ça a été challengé par l'interne. On a dû soutenir aussi les leaders, dire OK, vous avez l'opportunité d'avancer, vous avez de choisir. Certains, on doit les aider pour évoluer aussi. Ça pousse l'entrepreneuriat aussi. Chaque shop aujourd'hui, nous, et les verticales, chaque shop est complètement indépendante et peut développer son projet, peut choisir ses produits d'une manière complètement seule. Et on veut que ça pousse à la disruption. C'est comme on disait, c'est qu'on a envie d'avancer aussi sur les nouveautés, sur toujours être rapide. Par exemple, il y a 2 ans, pendant le Covid, on a lancé Welcome et Direct, c'était fait en 2 semaines, 2-3 semaines. C'était poussé par l'intérieur parce qu'on voulait aider l'économie locale. Donc, pousser vraiment la disruption au quotidien. Prochaine. Voilà. Prochaine encore, désolé. Donc voilà, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé récemment? C'est qu'en fait, quand on avait ce chantier un peu STI, on avait des projets, une charte, mais en termes de fonctionnement plus haut, il n'y avait pas forcément ce rôle RSE. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces leaders qui sont dans ces cercles-là, on dit OK, mais on a besoin d'un rôle RSE, on a besoin d'un rôle qui dit OK, Coca va avancer, Coca va grandir, mais on a besoin de savoir comment. Et c'est vrai qu'il y a un rôle RSE qui vient d'être créé il y a 2-3 semaines, et du coup, qui est vraiment au plus haut, et qui dit OK, même si chacun a des idées, si chacun a une vision, chacun a des idées, mais il manque quelqu'un qui a un peu l'avance en fait et le porte et le suit en fait. Et récemment, on a créé ce rôle-là des RSE à l'interne qui permet de dire OK, il y a des centaines d'idées qui changent chez Coca. Elles sont toutes un petit peu dans son coin. Elles sont toutes un petit peu, oui, c'est une bonne idée. Et pas forcément le focus de tout le monde parce qu'après, au quotidien, il faut avancer. Et puis, il y a aussi des objectifs à atteindre. Donc, il y a vraiment ce rôle, etc. Et qui va permettre aussi qu'on travaille maintenant sur cette vision à 3-4 ans, dire OK, Coca veut grandir, Coca veut croître, mais comment on va croître? De quelle manière? Prochaine slide. Comme je disais avant, c'est il y a beaucoup de projets à l'interne. Il y a ce projet Welcome où on a levé pas mal de millions qui ont permis à pas mal de commerçants de pouvoir être aidés durant la période du Covid avec des partenaires clés, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets à l'interne. On travaille sur des colis, on travaille sur des cartons complètement réutilisables, etc. Donc, il y a beaucoup de projets. Et puis, c'est vrai qu'on réalise qu'il y a beaucoup de projets, mais qui ne sont pas forcément complètement cadrés. Et c'était lié aussi au fait qu'il manquait une organisation. Donc, le RSI va permettre d'aider ça, mais aussi vraiment avoir une personne en RSE qui permet de pouvoir dire OK, maintenant, il y a une feuille de route. Capitalisons sur ces projets. Avançons, faisons construire ces projets les uns les autres et puis surtout les travailler en fait avec les 180 personnes. Parce que souvent, ces projets étaient travaillés à l'époque par la logistique dans son coin et n'utilisaient pas les autres compétences des autres teams. Prochaine slide. Nous, honnêtement, c'est clair qu'à aucun moment, Coca a envie de marketer sa durabilité. À aucun moment, on a envie de l'utiliser en fait pour le marketing parce que, voilà, encore une fois, le e-commerce reste un métier où on vend des produits, mais il y a des éléments que nous, on travaille beaucoup sur l'aspect sourcing aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des objectifs où en fait, on veut un taux de produits qui sont proposés qui viennent d'Europe, qui viennent de Suisse. On travaille beaucoup sur la partie expérience hôtelière qui c'est quasiment que suisse aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'indicateurs qu'on est en train de mettre en place. Et en fait, on a vraiment envie de devenir chez Coca une sorte de moteur de génération de projets cohérents. Il y a beaucoup de boîtes qui viennent nous voir pour nous poser des questions, pour avancer. Donc, on a vraiment envie de devenir un exemple et vraiment devenir un moteur dans le monde e-commerce et poussé par cette communauté qui aujourd'hui, comme j'explique au début, nous challenge au quotidien. Et c'est notre volonté parce qu'aujourd'hui, on se considère plus comme un site communautaire qu'un site e-commerce.
et cette envie à l'interne avec cette structure holacratique qui nous a permis beaucoup de clarifier la vision, clarifier aussi l'envie où on veut arriver, puis surtout il y a le comment qui est venu, et puis ce comment en fait a été répondu un peu par ce rôle RSE qui dit ok, ben moi je suis garant que tous ces projets que vous faites font sens, que tous ces projets sont coordonnés, et surtout dire voilà, bah, Coca veut grandir, oui, mais Coca aussi grâce à la croissance et grâce à entre guillemets l'argent qu'on peut faire, permet de pouvoir soulever derrière des projets comme Welcome, comme Direct. On a un projet aussi où on veut proposer à la communauté de pouvoir reproposer les produits en deuxième main sur une plateforme qu'on veut lancer et qui sera ouvert à tout le monde. Donc, il y a toute cette envie de dire, OK, ben, mais c'est vrai que c'était un changement, de dire, OK, et ça, c'est un peu ma conclusion, c'est que comme on grandit, et quand tu as 180 personnes qui, pas forcément, sont en lien avec le management tout le temps, dire, OK, mais Coca grandit, mais pourquoi vous voulez grandir? Et puis nous, on explique, OK, ben, Coca veut grandir, oui, mais il y a le comment on veut le faire, et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec aussi notre force, notre visibilité, pour pouvoir rendre des projets qui sont peut-être moins onéreux ou pardon, au contraire, qui permettent de gagner moins d'argent, de dire OK, de pouvoir le mettre, de pouvoir les faire. Aujourd'hui, Welcome et Direct qu'on a levé, on a pu le faire, on a dépensé plus d'1 million dans le développement, etc. Mais on l'a fait grâce en fait que le fait on fonctionnait bien. Donc c'est l'idée toujours de dire OK, on veut grandir, mais après on veut le faire d'une manière le plus durable, comme on le fait, et ensuite pouvoir utiliser en fait notre force pour développer des projets qui nous font sens, que ce soit local, social et puis écologique. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Je vous ai envoyé en fait, je crois que vous en recevrez une presse où on voyait un petit peu notre situation STI avec où on doit améliorer nos projets. Voilà, Christophe, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, top, merci, merci Fabio, c'est beaucoup super inspirant, quoi. Puis super intéressant de voir à quel point en fait vous intégrez tout ça et tout ça vient de l'intérieur. Et puis que justement, vous empressez pas à mettre quelques actions sur votre site web pour dire à quel point vous êtes hyper fort en termes de durabilité, mais vous préférez que ça vienne de l'intérieur et puis que ça ait un impact positif. Donc bravo pour ça. Merci aussi à tous nos intervenants que je vais demander de revenir. On a arrêté le partage d'écran pour qu'on puisse vous voir, pour activer vos caméras. Alors on vous dit tout de suite, on va finir la séance à 10h15, alors que c'était prévu à 10h. L'avantage du webinaire, c'est que si vous voulez vous barrer, vous n'avez pas marché sur le sac de la personne à côté de vous et vous écraser devant tout le monde, hein, vous pouvez vous partir tranquillement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on se permet de faire durer un petit peu ce webinaire, parce qu'on a tellement de choses sympas à vous dire encore et à se dire. Déjà, merci aussi aux gens qui ont posé des questions et des questions qui ont trouvé réponse. Hein. Il y a 10 questions déjà auxquelles nos intervenants ont répondu en direct dans le Q&A, donc c'est absolument génial. Moi, j'avais une première question qui moi, me taraude assez souvent parce qu'on voit, et je pense que notre ami Alban, je sais pas, Alban, est-ce qu'on te voit, Alban? Il n'a pas envie de revenir, il s'est dit, je reviens pas. Voilà, salut Alban. Je pensais que tu avais fait une balade dans le Lavaux, comme sinon, quand même, quoi, on n'a pas fini. Mais Alban, tu nous as posé au début de ta présentation la question de l'urgence, notamment, et puis de toutes ces statistiques qui explosent au niveau de l'impact climatique et qui est très, très, très vécu en Suisse. Alors, pourquoi les entreprises ne bougent pas? Pourquoi est-ce qu'elles ne bougent pas plus vite? Alors, c'était un peu la question que j'avais, hein, puisque vous êtes, pour certains, des patrons d'entreprise. Donc, ces barrières, finalement, vous les voyez. Donc, quelles sont les fameuses barrières? Pourquoi les entreprises ne bougent pas plus vite? Peut-être, Alban, je donne d'abord la parole. Et puis ensuite, je laisserai les personnes qui le souhaitent la table ronde compléter. Bon, j'ai mentionné un petit peu certaines des barrières dans l'étude qu'a pu faire l'Université de Genève. Hein. Je trouve vraiment cette étude très intéressante. Ouais, mais elle est vraiment très, très intéressante dans le sens qu'elle montre vraiment ces barrières et c'est très intéressant. Je pense qu'il y a des barrières morales, il y a des barrières sociales. Il y a évidemment la peur du changement hein, qui peut être très, très fort. Hein. On prend des habitudes, on prend un certain confort et c'est clair que changer un business model dans une entreprise, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et c'est difficile des fois d'aligner un management sur ces changements de business model. Donc, ouais, il y a vraiment ça dépend des entreprises. Oui, c'est très différent, on ne peut pas faire une généralité. Je pense que c'est difficile de faire des généralités, mais il y a vraiment des barrières à changer un business model. Hein. C'est-à-dire, on a l'habitude de faire comme ça fonctionne, ça marche bien, on a tous une bonne vie, on a tous ce qu'il faut. Pourquoi on changerait, pourquoi on transformerait ce modèle? Alors, il faut un peu de conviction hein, des top management, de dire mais pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une urgence, parce qu'on voit cette urgence et puis on pense qu'il faut faire différemment. Et on dit souvent que ça doit venir d'en bas, mais aussi du haut.
moi, je suis de plus en plus convaincu que depuis les employés, ils ont l'envie de changer. Ils ont cette volonté de transformer les entreprises, mais que maintenant, il y a vraiment un move, c'est que les top management doivent se positionner, doivent avoir des ambitions claires et puis montrer le chemin pour un changement rapide. L'incrémentation par petits pas n'est plus possible. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Ouais, vraiment justement. transformer la manière dont on fonctionne. Fabio? J'ai une réaction, ouais, parce que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Après, il y a un élément, puis il y a une question qui est apparue, donc je peux aussi répondre, c'est que malgré tout, on voit, il y a clairement aussi une évolution dans les générations. Là, je parle de la consommation. C'est clairement, nous challenge beaucoup plus d'où vient le produit, il y a beaucoup plus de demandes sur comment il est fabriqué, par qui. Mais il y a une réalité, malgré tout, on le voit, on a fait des fois des propositions de produits identiques qui sont faits en Italie, etc., qui sont un peu plus chers, et les gens ne l'achètent pas. Et les gens, malgré tout, se disent, OK, ben moi, pourquoi il est trop cher et donc, il y a aussi une sorte de… On est dans un équilibre, hein. On sent un changement, mais il y a quand même, malgré tout, encore une grosse demande. Dire, OK, tu proposes quelque chose qui est beaucoup plus local d'un point de vue produit, qui est un peu plus cher, mais qui a une histoire qui t'explique et les gens ne l'achètent pas. Et dès que tu proposes un truc made in China qui est moins cher et les gens se ruent dessus, il y a quand même un peu cette ambiguïté. Et je pense que des top management ne changent pas complètement aussi, parce qu'ils voient aussi des réalités économiques. Mais c'est clairement, c'est un tournant. On est dans un tournant parce que nous, on voit la nouvelle génération qui arrive sur nos réseaux, qui nous challenge beaucoup plus, et c'est très bien. Mais on sent qu'on n'est quand même pas encore complètement dans l'adéquation avec ça. C'est intéressant, hein. Moi, je voulais poser cette question, mais Frédéric Gross, là, que je remercie, l'a posée, hein. C'est dans le rôle du consommateur, et on parlait de barrières aujourd'hui. Est-ce que finalement le consommateur n'est pas l'une des principales barrières? Ce qui est difficile dans cette discussion, puis peut-être je vais passer aussi la parole à Stéphane, hein, qui lui a certainement une vision assez pointue de ça. C'est que c'est vrai qu'on a l'impression que du regroupement de consommateurs au regroupement de producteurs, que les gens se renvoient des fois un petit peu la balle, hein. Donc des fois les grands distributeurs disent oui, mais si les consommateurs veulent des mangues à l'entrée du magasin, je vais continuer à leur en donner, puisque j'ai des fois des discussions avec les patrons de la Coop et de la Migros, je ne vais pas citer, mais qui me disent ça, hein, d'accord. Donc là, il y a certainement une responsabilité. Puis de l'autre, effectivement, des consommateurs qui ne sont pas forcément toujours prêts à faire le pas. Je ne sais pas, Stéphane, comment est-ce que vous voyez cette dichotomie, finalement, cette difficulté-là? Alors, sur les mangues, je ne peux pas dire grand-chose. Sur les mangues, je ne vais pas voyager sur les mangues, mais sur le chocolat. Mais sur le chocolat, finalement, à un moment donné, avec ces distributeurs, on s'est mis d'accord. Hein, à un moment donné, c'est arrivé, on s'est mis d'accord, on a proposé un produit, eux ont accepté le produit, on s'est mis d'accord sur des conditions, etc. La société évolue. Et nous, on part du principe qu'on ne peut pas, par rapport finalement à des directions qu'on prend, à des améliorations qu'on veut apporter, les répercuter eh bien, au niveau du distributeur. Ça fait partie aussi de notre responsabilité que d'améliorer eh bien, la durabilité de notre marque. Et il y a d'autres chemins afin de pouvoir compenser au niveau de la productivité, au niveau de la souplesse, au niveau de la chaîne de logistique. Enfin, il y a d'autres moyens qui font qu'on arrive à récupérer. On a parlé en fin de compte de ces trois aspects au niveau sociétal, au niveau environnemental et au niveau économique. C'est sûr que si j'arrivais demain à convaincre un distributeur d'augmenter de 20 ou 30% mon produit, je me porterais certainement très très bien au niveau de la marge, mais il n'est pas certain que j'en vende aussi beaucoup moins. Donc, le consommateur, eh bien, il a quand même à un moment donné aussi une vision du coût qu'on lui a transmis, hein, finalement, parce qu'à un moment donné, eh bien, on a signé aussi pour proposer nos produits à ce tarif-là. Donc, on a rendu notre prix eh bien, perceptible. Et puis, on doit faire attention eh bien, de pouvoir garder un bon équilibre entre l'économie sociétale et l'environnemental. Et on pèse ce pour et contre, en fait. On est tous, hein, évidemment, dans cette logique d'équilibre, hein. C'est bien la difficulté. Maintenant, ce qu'on voit, évidemment, c'est qu'il y a une urgence. Et donc, peut-être un exemple avec le bio. Vas-y. C'est tout frais. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on a sorti des nouveaux produits, des produits bio, qu'on a positionnés. Là, on avait la possibilité, finalement, de faire le prix, hein, puisque rien n'était fait. Ce n'était pas une continuité, c'était réellement des nouveaux produits. Les distributeurs nous ont suivis. Donc, on a positionné notre bio clairement entre 20 et 30% plus cher que les tablettes eh bien, qui ne le sont pas. Mais le consommateur n'a pas approuvé. On est revenu en arrière, en fait. Donc voilà, à un moment donné, c'est vraiment eh bien, l'offre et la demande qui est là et avec laquelle on doit faire.
Ce qu'on voit quand même, c'est que c'est clair, vu l'urgence que j'évoquais avant, hein, c'est que évidemment, tout le monde doit faire sa part, hein, le consommateur doit la faire, il commence à la faire, notamment avec les jeunes générations qu'on évoquait Fabio. Les entreprises ont de la peine encore à considérer qu'à un moment donné, peut-être qu'il va falloir rogner sur certaines marges, certaines aussi rémunérations pour le top management, les actionnaires. Étienne, vous avez parlé tout à l'heure de la diversité finalement de votre actionnariat, hein, puis du fait que pour vous, c'était un gage évidemment de pérennité, puis du fait qu'on écoute vraiment les gens, hein, que ce question de consensus soit vraiment tout le temps là, tout le temps présent. Et du coup, ces actionnaires, comment est-ce qu'il y a eu lieu cette discussion avec eux pour les embarquer vers la durabilité? Est-ce qu'il y a eu ces discussions de dire peut-être que dans certaines années, on sera peut-être un petit peu moins profitable au niveau économique, ou on va mener des projets peut-être qui ne sont pas directement en lien avec la profitabilité économique? Est-ce que cette discussion a eu lieu? Comment elle a eu lieu? Qu'est-ce qu'elle a généré? Oui, alors on a eu on a ces discussions régulièrement, je dirais, principalement je dirais, au niveau du conseil d'administration. On a déjà une représentation assez forte de l'actionnariat au niveau du conseil d'administration. Et puis, avec le conseil d'administration, une fois par année, on prend le temps de se mettre un peu au vert et puis d'avoir des réflexions stratégiques un peu plus poussées. Alors qu'on se voit quand même déjà passablement, hein, parce qu'on a un conseil d'administration une fois par mois sur une demi-journée. Et au moment de cette mise au vert, on en profite chaque fois pour revoir ensemble ce qu'on appelle le projet d'entreprise, qui est un document qui fixe pour la direction d'entreprise. Et un des premiers éléments qui apparaît dans ce projet d'entreprise, et ça dès le départ, c'est qu'on vise en fait à la pérennité de la société plus qu'à sa profitabilité. Alors, on est bien sûr, nos actionnaires sont ravis effectivement du bénéfice, ce qu'on arrive à faire et puis à distribuer des dividendes. Mais disons que ce n'est pas l'élément moteur de notre entreprise et on s'en réjouit. C'est vrai que ça nous donne à partir de là une certaine capacité d'agir et puis d'investir sur des projets sur lesquels il y aura bien sûr un retour sur investissement, mais on se donne le temps effectivement de générer ces retours dans l'idée complètement consistant avec cette politique de développement durable qu'on a mise en place. Donc c'est vrai que c'est un certain confort que nous avons et d'ailleurs je le dis assez volontiers, on s'en cache pas, on n'a pas du tout des chiffres qui sont publiés parce que nous ne sommes pas une entreprise cotée, mais nos actionnaires, on voit à quel point ils sont eux-mêmes très très attachés à cette pérennité de l'entreprise, car sur les revenus qu'on génère, il y a à peu près 80% de ces bénéfices qui sont réinvestis dans l'entreprise à travers toute forme de projet. Et puis, on distribue au final quasiment que 20% de nos bénéfices sous forme de dividendes à nos actionnaires. Donc oui, un engagement de nos actionnaires à ce qu'ils donnent les moyens et cette possibilité à la direction d'entreprise d'assurer sur le long terme, qui est vraiment l'objectif premier que nous avons. L'importance de l'actionnariat, on l'a vu dernièrement lorsque les actionnaires activistes de Nestlé qui poussent de nouveau dans l'autre sens en disant bon les gars, vous êtes gentils avec vos trucs, mais on veut faire la profitabilité. C'est vrai que ces actionnaires activistes, hein, dans les grosses sociétés, notamment côté, font aujourd'hui beaucoup de mal pour l'évolution des organisations. C'est vrai d'avoir un actionnariat qui est dans les valeurs, qui est de proximité, comme l'actionnariat de Nef peut certainement travailler sur le plus long terme. D'où aussi le questionnement durabilité, marché ouvert, mais bon, ça peut être la thématique d'un autre webinaire, peut-être, et malheureusement, ce sera la dernière question, mais Elisabeth, il faut évidemment qu'on t'inclue dans cette table ronde. J'ai une question aussi de Frédéric, que je remercie encore pour ses inputs, mais sur finalement l'entrepreneur lui-même, parce qu'on n'a pas des parties prenantes, des actionnaires qu'il faut convaincre, de plein de gens qu'il faut convaincre finalement pour aller vers la durabilité. Finalement, ces patrons de PME, il y a 600 000 entreprises en Suisse, dont 595 000 ont moins de 50 collaborateurs. La plupart des boîtes, c'est des toutes petites boîtes. Comment, alors qu'ils ont le nez dans le guidon, comment est-ce qu'on peut essayer de les toucher autrement que par des lois, etc. Voilà, je te passe la parole là-dessus peut-être. Évidemment, il y a des programmes qui existent, évidemment. Merci Christophe. Je pense qu'en effet, merci Frédéric pour cette question. C'est ce qu'on voit souvent, hein. On a beaucoup de PME autour de la table du STI. Les gens arrivent et disent, écoutez, on n'a pas le temps, on va essayer d'intégrer la durabilité comme on peut, mais ils ne le voient pas forcément comme un élément stratégique. Et c'est vrai que d'une part, quand j'écoute la table ronde aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est évidemment qu'il y a le côté exemple
Donc, moi, j'ai envie de vous dire, Frédéric, encouragez-les à voir ce genre de table ronde, à écouter des Étienne, de toutes les personnes qui y a aujourd'hui autour de la table ronde, parce que là, on avance par l'exemple aussi. Et puis, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment envisager de poser les risques et les opportunités. Et je pense que c'est comme ça. Il faut parler aux patrons de PME exactement de ce qui les intéresse. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut anticiper les risques qui viennent et comment est-ce qu'on peut saisir les opportunités. Et ça, c'est vraiment des exercices. Alban en a parlé tout à l'heure. C'est des choses qu'on doit analyser. En effet, le fait de pouvoir comprendre ces parties prenantes, de pouvoir faire ces analyses de matérialité pour voir les enjeux, identifier les enjeux clés qui vous permettent d'avancer. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Donc, finalement, la durabilité, c'est good business. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans cette approche. Super intéressant. Merci Elisabeth. On va utiliser les 3 minutes. On a prévu de faire jusqu'à 10h15 pour passer la main à Sophie Conchon. Alors, salut Sophie, tu es une B-leader qui accompagne aussi les organisations, mais tu as d'autres talents que tu vas nous montrer maintenant. Merci beaucoup Christophe et merci à tous pour vos interventions. C'était passionnant à écouter et surtout à dessiner et c'est ce que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Je pense que maintenant vous voyez tous et toutes mon écran. Donc, en synthèse un peu de tout ce qui a été partagé, moi ce que j'ai retenu de l'intervention d'Alban, c'est cette urgence en fait à agir et l'importance de mobiliser toutes les parties prenantes en ciblant vos enjeux matériels dont Elisabeth parlait juste à l'instant aussi dans la table ronde. Merci Stéphane pour ce témoignage chocolaté et de votre démarche finalement salvatrice, je reprends vos termes, qui a permis de libérer en fait l'entreprise. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est cette mobilisation de collaborateurs engagés, volontaires, qui vont de l'avant. Donc, c'est la base qui fait avancer l'entreprise. Merci aussi Étienne, dans le domaine de l'immobilier, de nous montrer la force et l'importance du consensus et du consensus non seulement avec les collaborateurs, mais aussi avec l'actionnariat, je pense. Comme le mentionnait Christophe, l'actionnariat activiste est à retourner et ce comité aussi participatif et représentatif que vous avez mis en place. Et puis Fabio, pour conclure, je trouve ça aussi hyper intéressant, l'importance de la communauté, que ce soit finalement ces parties prenantes externes qui vous drive et vous poussent et vous challenge et derrière de canaliser, peut-être coordonner l'ensemble des idées qui peuvent émerger de l'interne pour mettre en place un maximum d'actions. Et j'avais envie de vous laisser en fait avec une métaphore musicale parce que finalement, le fil rouge, je trouve, de tous vos témoignages, c'est cette notion de réussir à mettre ensemble plusieurs acteurs pour créer la partition et la symphonie de votre entreprise, sa version de la durabilité. Et donc, moi, ce qui m'a en tout cas marqué dans vos différents témoignages, c'est le rôle clé d'avoir à la fois je dirais, des experts métiers, c'est-à-dire des gens qui représentent la diversité de l'entreprise et de ce qu'elle fait, de son activité. Je prends finalement chez NEF, les agences sont toutes représentées dans le comité de développement durable. L'importance aussi d'avoir des ambassadeurs mobilisés et enthousiastes, ces personnes qui vont du coup porter la bonne parole, la chanter presque et montrer que le changement, c'est tous ensemble. Et puis l'importance aussi clé du leadership qui doit être aligné. Je reprends aussi l'un des écueils que soulignait Alban, que quand on va au sein des comités de direction, il n'y a pas forcément alignement sur la vision de où on doit aller. Et ça fait aussi écho à ce que Coca partageait avec le passage à l'holacratie, cette importance en fait de poser une vision claire de finalement quelle est la partition qu'on veut jouer. Pour finalement le résultat qu'on a sur la gauche, avoir 100% de supporters et toute l'entreprise mobilisée et répondre finalement à cette question que soulevait Elisabeth au tout début, à savoir comment on fait pour convaincre les sceptiques et comment on fait pour dépasser en fait les freins, les blocages, les résistances internes. Je pense qu'avec une très belle partition bien exécutée et des cœurs qui leadent le mouvement, on embarque un maximum de personnes. Voilà en synthèse.
Magnifique, merci Sophie pour cette conclusion qui est juste magnifique. Un tout grand merci aux intervenants, merci Fabio, merci Elisabeth, merci Stéphane, merci Étienne d'avoir pris ce moment ce matin. Merci à vous toutes et tous, c'était vraiment super sympa de vous avoir avec nous. Le changement c'est aujourd'hui, donc vous pouvez maintenant retourner au travail et puis provoquer ce changement. À tout bientôt, merci à toutes et à tous pour votre temps, c'est absolument génial. Ciao. Merci, au revoir, merci. Au revoir, merci. Bravo Sophie.